Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Magma Talk. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Magma Talk, c'est le 9e. Esther me fait un signe de la main. C'est le 9e Magma Talk et évidemment on va parler d'IA aujourd'hui. Vous le savez, Magma, donc tous les vendredis on vous pousse des opportunités business avec des tendances que vous n'avez jamais vues ailleurs. Évidemment, vous avez déjà entendu parler de l'IA dans Magma et ailleurs. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'atteler à essayer de comprendre si, avec l'IA, on peut créer rapidement des nouveaux business et qui génèrent du chiffre d'affaires surtout, donc des nouveaux services. Et qu'est-ce que ça change, nous, dans notre manière d'entreprendre à chacun. Donc, comme d'habitude, je suis accompagné de Esther Moisy-Kirschbaum, que vous avez le plaisir de retrouver tous les vendredis dans vos boîtes mail et qui pilote tout Magma. Pierre Goupil, qu'on va présenter juste après, et Adrien de Volonta. On a 2 sudistes, voilà, je tiens à le dire. Ils viennent du sud de la France pour ce live, et donc on les remercie. On démarre tout de suite, Esther, si tu veux un peu nous planter le décor. Non, je croyais que tu avais une question pour tout le monde, mais je vais la poser. La question à laquelle on va répondre. Est-ce qu'on peut devenir millionnaire demain en lançant son business IA ? C'est une bonne question. Je pense que si les gens considèrent que l'IA permet de créer des produits rapidement et que grâce à ça on peut devenir millionnaire, je pense qu'ils se trompent. Puisque je pense que pour situer le débat, je pense que le code n'a plus aucune valeur. Donc en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que je peux créer qui résout un vrai problème pour lesquels les gens sont prêts à payer et que les gros ne vont pas faire. Parce que si les gros le font, on est foutu, évidemment. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué comme type de réponse. Donc je pense que la différenciation, elle viendra de l'asymétrie commerciale et de ce qu'on est capable de faire pour atteindre des clients, plus que ce qu'on est capable de produire. Et l'autre élément, c'est que pour devenir millionnaire, il faut créer des business qui ont une certaine taille. Or, on peut quand même se poser la question aujourd'hui, comme c'est facile de créer, pour autant que quelqu'un crée quelque chose en Allemagne, si je le vois venir, je peux tout à fait le créer en France en quelques semaines, auquel cas j'ai incapacité à créer un business global. Et si j'ai incapacité à créer un business global, j'ai incapacité à créer un business qui a une énorme valeur. Donc devenir millionnaire, elle va devenir de plus en plus difficile. Ok, donc toi c'est plutôt non quand même pour toi, la réponse. C'est plutôt, je pense que c'est pas aussi trivial que les gens l'imaginent. Adrien qui a lancé son compte Lovable il y a 3 mois et qui est millionnaire aujourd'hui. Déjà, alors en token LLM à dépenser. Alors je rejoins assez Pierre. En fait, je pense que le produit n'a quasiment plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la commercialisation. C'est la vitesse à laquelle on prend de l'avance. Et aussi le storytelling, parce que il faut décourager du coup les éventuels compétiteurs. Leur dire c'est pas la peine de venir, il y a déjà suffisamment de tools, il y a déjà suffisamment de personnes sur ce marché. Je suis d'accord avec le fait qu'on puisse répliquer de plus en plus vite et presque instantanément en fait n'importe quelle solution. Après il y a quand même la difficulté à comprendre la conception back-end d'un service en rétro-ingénierant. Donc on a de l'avance, elle est de plus en plus fine. J'avais pas vu effectivement le fait que ça devient difficile de devenir global parce que n'importe qui peut prendre son marché tout de suite. Oui. Je pense qu'en revanche, là où il y a peut-être un créneau, c'est que comme tout le monde veut aller vite, et on le voit d'ailleurs avec les boîtes tech LLM, ben il y a des opportunités de rachat aussi. Parce que si on a un bon service qui commence déjà à avoir un peu de traction, peut-être qu'on vendra pas un business global, mais peut-être qu'on vendra des fonctionnalités on vendra déjà testées, quoi. Des repos GitHub, quoi. Ouais. Tu vas vendre des clients surtout. Ouais. Oui, et des clients. On va échanger sur tous ces points un peu plus en détail juste après, mais avant une petite présentation. Ouais, en fait, je voulais vous réunir aujourd'hui parce que vous représentez vraiment deux personnes au profil un peu opposé, mais qui se réunissent finalement sur le même terrain. Pierre, t'es presque t'es un serial entrepreneur. T'as cofondé 5 boîtes. Sur ces 5 boîtes, une IPO, 2 exits. Bravo. Et surtout, tu as passé 17 ans dans la Silicon Valley. Donc, on va dire que t'es pas un bleu de la tech. Je suis vieux, ouais. Loin de moi l'idée de dire ça. C'est également... ok d'être vieux en plus. Enfin, ouais, je veux tout dire, à fait. Ça va. Ouais.
Absolument. Surtout à l'ère de l'IA, on en parlera. Et puis, en dehors de ta casquette d'entrepreneur, tu as aussi une casquette d'investisseur, puisque tu as investi dans 54 startups à travers un fonds en seed américain. Et aujourd'hui, tu nous rejoins parce que la boîte que tu as lancée l'an dernier, ScoreJam, c'est la première boîte que tu as construite avec l'IA et le vibe coding. À côté de ça, profil complètement à l'opposé. Wow, je me casse. Non, pas du tout. Non, justement, c'est hyper cool parce que vous avez des trajectoires vraiment. C'est un beau contraste pour moi. Ouais, je comprends tout à fait. Et donc, toi, Adrien, tu as un parcours un peu plus atypique. Tu as une formation de journaliste, tu as passé 5 ans à la chaîne parlementaire. Tu as eu une première expérience dans la tech en rejoignant une start-up en 2019 à Station F. Ouais. Et depuis l'an dernier, tu lances une franchise Avenir Rénovation. Ouais, on les salue, ils doivent être contents. Mais la timeline est assez intéressante parce que tu lançais en septembre 2025 et en novembre 2025, donc finalement juste après, il se trouve que tu écoutes un podcast de la marque Mangal sur lequel Chris, ici présent, et moi intervenons. Et où on parle un peu justement de trouver des idées de business et comment un peu se lancer dans l'IA. Et tu avais déjà des idées, mais ça t'a débloqué un peu, parce que Chris est rentré quand même dans les détails du comment faire et pas juste quoi faire. Et donc, tu as lancé d'abord un premier projet pour calculer des indemnités kilométriques. C'est ça, et aujourd'hui, tu te concentres sur un projet qui s'appelle crawlers.fr. C'est ça. Voilà, que tu as aussi vibe codé. Ouais. Donc, tout le monde vibe code ici. Voilà, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à Lovable. Alors, tu peux peut-être nous parler un peu de ton tout premier projet. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel point tu étais déjà à l'aise avec le code. Est-ce que tu avais déjà fait des WordPress ou des trucs comme ça, ou est-ce que vraiment tu partais de zéro? Alors, je partais pas de zéro parce que j'avais un peu touché effectivement pas WordPress, mais voilà, construction de page d'une part. Donc du HTML de base, quoi. Voilà, vraiment des trucs dégueulasses, quoi. On va pas se cacher. Je pense surtout que mon année avec Presmium a en partie dévoilé ce qu'était la tech et que en tout cas au début ça peut vite, en tout cas à l'époque c'était vite rébarbatif. Construire un produit, faut certes être ingénieux, mais la technique elle arrive peut-être après vraiment quand on ça a un peu démystifié. Presmium, t'avais des référents techniques, t'avais des devs qui bossaient dessus. Oui. Donc, moi, c'était pas ma boîte. Moi, j'étais le journaliste de l'équipe qui pouvait parler de presse à un CTO et un CEO, quoi. Voilà, on n'était pas nombreux, il y avait des devs. Et puis même, j'ai l'impression que quand tu parles de cette expérience, enfin, c'est chaque équipe, il y a presque des silos. Enfin, comment dire, là, tout ce dont on va parler aujourd'hui avec le vibe coding, ça abat justement les silos. Je pense que ça, alors, dans la construction, oui, parce que, en tout cas, l'intérêt de Lovable, je m'en suis rendu compte il y a quelques semaines, c'est que comme il a accès au back-end, il peut fournir bien d'autres services, de la stratégie marketing, de la stratégie financière, en tout cas des ébauches. Donc, ça donne quand même des pistes. Après, je pense à la fin, on est toujours quand même dans un stade MVP parce que, dès que tu veux vraiment creuser un axe, tu peux pas le faire tout seul, ne serait-ce parce que tu peux pas te démultiplier. Mais raconte-nous peut-être vraiment tes premiers pas avec le Lovable. C'est ça que j'ai envie d'explorer, parce qu'on on parle aussi à des gens qui ne savent pas, enfin qui n'ont jamais ouvert Lovable, qui savent même pas ce que c'est, ni Claude Code. Alors ils utilisent des IA un peu au jour le jour, mais qui se disent non, c'est inconcevable de créer un service complexe moi tout seul dans mon côté devant mon ordi. Je peux faire une toute petite parenthèse. Je pense qu'il faut pas que les gens confondent le vibe coding et Claude Code. Ce sont deux choses très différentes. C'est-à-dire que dans les deux cas, on crée du code de manière automatique. Une en conversant avec une interface qui crée du code, et l'autre en donnant du contexte pour que le code soit créé. Mais il y a deux choses très différentes. C'est que quand on fait du vibe coding, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut faire. Alors que quand on fait du coding avec Claude,
on comprend progressivement ce qu'on est en train de construire. La démarcation, elle est là. C'est vrai. Et Claude Code nécessite des compétences techniques que ne nécessite pas le vibe coding et donc a beaucoup plus de profondeur et de puissance que le vibe coding. Donc que les gens soient bien clairs. Claude Code, c'est pas pour des gens qui ne comprennent rien à la tech. Ils pourront pas faire grand chose. Alors que le vibe coding, oui, on peut, en conversant, créer des choses. Ouais, donc Lovable, peut-être juste pour en parler 2 secondes, c'est un chatbot avec une fenêtre de preview sur la droite. Vous lui dites coucou, je m'appelle Tartampion, j'ai envie de créer un site pour ma pizzeria où les gens vont pouvoir composer leur pizza sur le site, etc. Et ensuite, ça leur met un tarif, une estimation selon une grille que je te fournis. Il y a une transaction bancaire, la commande m'arrive, je la fais, etc., etc. On fait ce prompt. Et lui, il pose peut-être souvent 2-3 questions. Ok, ta pizzeria, t'as combien d'ingrédients? Est-ce que tu peux me fournir ta liste de prix? Blablabla. Une fois qu'on lui a fourni ça, il commence à bosser et en généralement 12 à 13 secondes, on a un premier résultat qui est assez hallucinant. Donc voilà pour Lovable. Donc toi, t'as démarré avec Lovable pour cet outil de calcul d'indemnité kilométrique parce que c'était déjà un besoin que tu avais, et il n'y avait pas d'outils qui existaient là-dessus. En fait, il y avait des outils, mais moi, pour la rénovation, je fais vite 2 heures de voiture par jour. C'est aux frais de ma société. La société me les rembourse, donc il faut que je puisse produire un document auditable. Il y avait des solutions, mais qui n'avaient pas bougé depuis 5 ou 6 ans, quoi. Donc, typiquement, j'appelle l'un des fondateurs, il me dit « Ah non, on peut pas rajouter manuellement des trajets. Il faut forcément rajouter d'abord dans Google Calendar. » Je dis, mais c'est Ah ouais. Ce qui s'appuie sur Google Calendar pour. Du coup, le temps que je gagne, je l'ai perdu, quoi. Donc ça m'a énervé. Et je me suis dit, j'avais déjà en fait après l'épisode que j'avais écouté, pareil dans ces interminables heures de voiture, j'avais pour un peu chambrer ma femme qui doit refaire un site pour son job. Je lui dis mais vos budgets ils sont démentiels. Regarde, je suis sûr que je demande à Lovable de le copier, il le copie. Et je lui dis voilà. Donc ça vaut 80 000 €. Non, ça vaut plus 80 000 €. Voilà. Et du coup, au début, là, tu te fâches avec ta femme. Voilà, je me suis fâché avec ma femme. Et du coup, elle a commencé à dire aussi à sa boss, je pense qu'on peut réduire un peu l'enveloppe. Mais du coup, voilà, je me dis, je vais faire moi-même l'outil. Ça me fait chier de payer 80 balles pour un truc qui est pas activable. Par mois. Non, par mois. C'est 80. Ah oui. C'était pas grand-chose, mais je me suis dit, bon, c'est aussi la bonne porte d'entrée pour tester quelque chose. Et effectivement, c'est d'abord fait pour créer du front, très clairement, et pas forcément du front très beau. C'est très standardisé. On a les boutons ont tous le même radius, la même couleur, la même police, voilà. Mais du coup, le rendu est quasiment instantané. Et puis, en fait, quand même, pour préciser, dans une version de base. Après, tu peux. Dans le web, tu peux tout éditer, le style, les polices, les machins, les boutons. Tu peux tout éditer, mais en fait, tu restes toujours dans le même style. Parce que t'as le radius de tes boutons, donc l'angle. Tu peux le modifier. Grand, petit, tu peux tout modifier. Ouais, mais en fait, ça ressemble toujours à la même chose. C'est vrai que tu reconnais de loin maintenant un site Lovable. Ouais, ok. Donc, pardon, je t'ai coupé. Et du coup, j'ai fait un front pour IK Tracker. Mais vu que s'il faut de la donnée en base, j'ai commencé à faire un back-end. Voilà. Et le donc un back-end, c'est toute la machinerie. Exactement. Tout ce que l'utilisateur final ne voit pas. La back-end, c'est le moteur. Ouais. Et voilà. Donc j'ai lancé IK Tracker, ça marchait très bien. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Donc c'est IK Tracker. Ouais. Ok. Ouais. C'est entièrement gratuit. C'est aussi. Donc là, tout le monde peut l'utiliser. On peut y aller, on y va. Tac, on se crée un compte. Login, mot de passe. Ouais. Du coup, tu peux certes plugger tes calendriers et du coup il détecte tes trajets, mais tu peux aussi rajouter manuellement tes trajets, ça c'est pas mal. Il y a un mode tournée qui se connecte à la localisation et qui crée des étapes. Ouais. Ça je l'ai fait pour moi d'abord, mais ensuite en pensant aux infirmières qui font des tournées et faut pouvoir les détecter. Donc le téléphone détecte que tu t'arrêtes, il repart. Et donc là, ton outil, il est auditable. Enfin, je veux dire, par les impôts, si on te demande des. Ok. Parce qu'il y a une norme à respecter. Non, il y a pas de. En fait, c'est le comptable qui va certifier cette dépense de la société indemnité kilométrique. Donc, il faut un document qui soit auditable par le comptable et que le comptable considère comme fiable et lisible. Mais en soi, il n'y a pas de norme. Tu dois pas remplir un CERFA pour tes indemnités kilométriques. Et juste combien d'utilisateurs? Là, on doit être à 180 utilisateurs.
J'ai branché 4 hackers sur Crawlers, donc maintenant je passe à 5 ou 6 inscriptions par Tu jour. nous parles après de Crawlers, mais et donc 180 utilisateurs, sans faire trop de com non plus, juste un peu bouche à oreille. Okay. Rien. Et alors ce qui est drôle, c'est que j'ai un collègue Avenir Rénovation à Strasbourg qui m'a écrit parce qu'il m'a dit ouais, j'ai trouvé un outil pour les IK. Et j'ai vu que c'était toi, c'est trop drôle. Voilà, donc c'est un mec qui bosse, on bosse dans le même réseau et en fait, il l'a pas trouvé du tout comme ça, quoi. Pierre, toi, ton premier outil développé en vibe coding, un peu comme ça, même un tout petit, t'as démarré avec quoi? Alors moi, j'ai utilisé Vercel et pas Lovable pour plein de raisons. Et pour lesquelles, par exemple? Tiens. Parce que le code qui était généré était du code plus propre pour moi et je trouvais que l'interface était beaucoup plus route que Lovable et je préfère un truc beaucoup plus simple. Après, bon, c'est des produits qui sont très, très similaires, hein, dans le fond. Mais au début, t'avais déjà des notions de code, hein, quand même, non? J'ai travaillé dans la tech toute ma vie, donc j'ai des notions d'architecture technique, mais pas forcément des notions de code en tant que tel. J'ai jamais été développeur. J'arrête de te couper. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'avais une entreprise qui était dans l'éducation avec 34 éléments où j'avais une méthode et j'ai formé 300 startups à cette méthode. Et je m'étais dit, en fait, on doit pouvoir l'automatiser. Et donc, je me suis mis sur Vercel en disant, je vais automatiser tout ce que je pense qu'on peut faire avec cette méthode, notamment un diagnostic à la semaine de qu'est-ce qui se passe dans la boîte et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, j'ai commencé à écrire, j'ai passé 2-3 mois. Et à un moment donné, j'avais de plus en plus de problèmes, de plus en plus de bugs, de plus en plus de trucs qui marchaient pas. Et j'avais de plus en plus d'idées complexes sur ce que je voulais développer. Donc j'ai appelé un de mes copains qui s'appelle Greg et je lui ai dit écoute, j'ai un truc que j'ai développé, est-ce que tu peux bien regarder le code parce que lui je sais qu'il sait le faire et me dire ce qu'il faut faire. Donc il l'a fait, il m'a dit tout est pourri, il faut tout foutre à la poubelle, il faut recommencer. Ok. Qu'est-ce qui n'allait pas au juste? Alors ce qui n'allait pas, c'est que j'avais pas développé mon produit en respectant une structure logique. Quand tu crées un produit, c'est pas juste une interface. Il faut aussi créer une base de données dans laquelle tu vas avoir des choses. Il faut mettre des logins, il faut mettre des systèmes de sécurité, il faut intégrer l'existant. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont, on va dire, pas forcément du domaine de l'applicatif, mais qui sont importants, qu'il faut mettre. Et quand j'ai fait le premier truc avec Vercel, ça n'existait pas. C'est-à-dire que tu partais bille en tête et on te laissait faire. Ouais. Aujourd'hui, quand tu veux recréer un produit, je pense qu'avec Lovable, c'est pareil. Ouais. Hein. Première chose qu'on te demande, c'est, OK, on va créer une base de données, on va prendre Superbase pour Vercel. Superbase, ouais. Et tu crées ta base de données. À l'époque, c'était pas ça. Donc, j'avais tout un système qui c'était optionnel. Tiens, c'est vrai que ce serait pas mal que c'était complètement optionnel. Ouais. Alors que ça ne devrait pas l'être. Non. Donc, en fait, quand j'ai vu ça, on a commencé à réfléchir avec Greg en disant, en fait, j'ai créé un outil de diagnostic qui était assez intéressant sur cette base-là. Et on s'est dit, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est là qu'on a décidé ensemble de faire ScoreJam, qui lui est un vrai outil de diagnostic, mais qui pour le coup n'est pas fait en vibe coding, hein, qui est fait avec du cloud code, avec des prompts qu'on imbrique, avec un truc beaucoup plus sophistiqué. Mais voilà, ma première aventure, c'était ça. Voilà, qui était un échec, parce que ça n'a pas marché. Non, vas-y. Mais j'avais noté justement quelque chose qui apparaît sur ton site ScoreJam, justement sur la genèse du projet. Ouais, c'est ça. Où justement tu t'expliques que t'as commencé par du vibe coding, que tu as passé 4 mois à prototyper et qu'ensuite tu as appelé notre ami Greg. Alors. En fait, ma question c'était quand est-ce que tu t'avoues vaincu, mais quand est-ce que tu reconnais que tu atteint tes limites et comment est-ce que tu détermines à quel moment il faut vraiment rentrer dans je sais pas du cloud code. Alors, comment est-ce que tu... C'est une conviction que j'ai, que peut-être qu'il y a des gens qui vont pas partager, qui est la suivante. Je pense que le vibe coding est un outil extraordinaire, mais pas pour tout. Ce qu'on peut faire avec, c'est faire des workflows personnels qu'on automatise. Ce que tu as fait, par exemple, avec les notes de frais. Parfait. On veut tester une hypothèse. Parfait. On peut faire un petit produit jetable ou un petit produit qu'on va utiliser de manière très personnelle et qui, s'il se plante, c'est pas très grave. On peut faire un site web. Ça, c'est très facile. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais la chose qu'on ne peut pas faire, pour moi, c'est une application industrielle avec des utilisateurs qui payent. Ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Et donc, là où je me suis trompé, si tu veux, c'est que j'ai cru pouvoir aller jusqu'au bout avec ça. Et je me suis aperçu, en étant allé assez loin, que finalement, il me manquait des trucs qui n'étaient pas mon domaine de compétences, qui étaient relativement complexes, et que tant que je les mettais pas en œuvre, je n'arriverais jamais là où je voulais arriver, en fait. Donc, c'était ça mon erreur que j'aurais pas dû commettre, mais je pensais qu'on pouvait aller aussi loin que ça. Et en fait, c'est pas le cas. Et je pense que c'est toujours pas le cas. Je pense que ce que fait le vibe coding, il recule l'appel à l'expertise.
C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin tout de suite d'un développeur pour faire quelque chose. On disait, je veux faire ça, comment on fait? T'es développeur, viens, on le fait. Là, on n'en a plus besoin. Mais à un moment donné, tu vas quand même avoir besoin de quelqu'un et tu dis, bon, écoute, là, je suis un peu planté. Qu'est-ce que tu penses est-ce que j'ai pris la bonne voie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est un retard à l'appel à l'expertise, mais on a toujours besoin d'expertise. Mais je comprends pas pourquoi tu penses que c'est pas encore adapté pour des solutions industrielles qui vont générer des paiements auxquels on va payer. Est-ce que tu as déjà essayé de mettre un Stripe sur un site web? Alors, moi perso, non. Okay, parce que je peux te dire que c'est pas simple du tout, parce que tu touches à l'argent des gens. Donc il faut le faire assez proprement. Et quand tu veux le faire avec par exemple des options de paiement, tu vois, un tas de choses que tu peux mettre en place, c'est pas si simple que ça finalement. Il faut que le code soit béton, parce que s'il l'est pas, tu prends de l'argent aux gens et que tu aurais pas dû prendre, ou ça marche pas, ou ça se passe mal. Donc c'est pas si simple. C'est un exemple, un Stripe, évidemment, qui lui a quand même été assez automatisé. Et il y a plein d'autres exemples sur des logins, sur des problèmes de sécurité, des problèmes d'intégration, des problèmes de backup de données, des problèmes de recovery. Il y a plein de problèmes, si tu veux, que quelqu'un qui n'est pas de culture technique ne peut pas imaginer. Et si tu l'imagines pas dès le départ dans l'architecture de ton produit, tu te retrouves avec un passif technique qui fait que c'est très difficile à intégrer après. Mais l'un des bons réflexes, pour peut-être te contredire un peu là-dessus, c'est d'utiliser soit Claude ou un autre agent en lui disant voilà ma big ID, c'est ça. Et je veux que dans une version finale, elle puisse faire ça, avec des transactions, tac, 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 tac. Aide-moi à structurer le projet dans les règles de l'art, techniquement, et aide-moi ensuite à prompter Lovable ou Claude Code ou autre. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fond, au sens où si tu restes dans ta grotte avec Lovable, tu vas au casse-pipe, c'est certain. En revanche, du coup, généralement, si tu t'es senti à l'aise avec Lovable, c'est aussi que il y a une appétence, une curiosité pour Lovable et ses concurrents. Et moi, ce que j'ai fait régulièrement, c'est que j'ai juste copié le code de mes fonctions, je l'ai donné à Claude Code, j'ai dit qu'est-ce que t'en penses. Claude me dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je copiais la réponse dans Lovable, je disais qu'est-ce que t'en penses toi. Ah, c'est vrai que Claude a pas tort là-dessus. En fait, sachant que Lovable utilise Claude, Sachant que Lovable utilise Claude, c'est ça qui est assez ouf. Mais comme Lovable en fait fractionne les requêtes, d'abord envoie une partie du prompt, je crois à Gemini pour la reformuler. Voilà, enfin, je pense qu'il y a la perte d'informations et en plus, Lovable ne te dit pas qu'il faut de temps en temps vider le cache de ta conversation, parce que sinon, à chaque fois, il renvoie toute la conversation en contexte. Donc déjà, tu crames 50% de plus de tokens. J'ai découvert ça hier. Donc là, j'ai fait un mail à Lovable en disant vous auriez pu me prévenir. Et surtout, ça crée des hallucinations en fait. Moi, tu parles du coup, c'est peut-être l'occasion d'en parler, mais moi, je suis jamais arrivé au bout de mes crédits Lovable. Je dois avoir $200 par mois. Ah ouais. Ouais. Et je suis vraiment jamais arrivé. Et souvent, j'ai du report de crédit d'un mois sur l'autre, alors que j'en suis à mon 5e projet et certains très complexes. Et donc, au contraire, je trouve Lovable assez frugal, quoi, en crédit. C'est un bon exemple. Nous, sur ScoreJam, on dépense $2000 par mois avec Claude Code. Tu vois, c'est un bon exemple. C'est la différence entre du vibe coding et du vrai coding. Moi, sur Lovable, je dépense 45 € par jour. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que je suis un furieux, donc voilà. Non, mais faut y aller quand même pour dépenser 45 € de crédit par jour. Bah ouais, mais oui, 15 heures par jour. Ouais, c'est possible. Ouais, non, je dis pas que c'est pas possible, mais... Ça fait 150 crédits, donc ça fait 300 requêtes, 300 messages. Après, dans les messages, il y a aussi pas mal de... Il y a de l'itération qui est dépensée. Parfois, je fais de l'itération en dehors de Lovable. Mais maintenant, de plus en plus, comme je dis, maintenant, Lovable a l'obligation à chaque fois qu'il modifie le front ou le back de mettre à jour la documentation technique. Donc ça me fait dépenser du crédit. Mais du coup, j'itère aussi avec lui parce que, il a vu 360 sur mon breakdown. D'ailleurs, c'est une bonne pratique pour ceux qui vont utiliser Lovable de faire pas mal de choses dans votre Claude, abonnement Claude à 20 € par mois ou même en gratuit. Ne serait-ce que pour décoder une API. Voilà, j'ai besoin d'utiliser l'API de tel service. Plutôt que de laisser Lovable tout faire from scratch, vous pouvez faire une première version de l'intégration API dans Claude ou autre, et ensuite dire à Claude, OK, maintenant que tu as toutes les infos, que tu connais mon contexte, crée un prompt
pour que le Lovable le fasse correctement. Ouais, moi je pense que c'est un truc important à dire aux gens s'ils veulent commencer à faire du vibe coding, c'est que la façon dont fonctionne l'AI aujourd'hui, c'est parce qu'on a du contexte, on est capable de faire quelque chose de bien. Plus le contexte est bon, plus l'outcome est bon. Plus le contexte est mauvais, plus l'AI va en fait créer des trucs qui ne serviront à rien. Donc ce qu'il est important de faire quand on a un projet, c'est pas d'aller sur Lovable. C'est d'aller sur Claude et de lui dire voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai envie de faire, et de discuter avec, et de créer un document en discutant, en disant à la fin l'outcome que je veux, c'est un document que j'envoie à Lovable ou à Vercel ou à qui tu veux, qui permettra de créer l'application le mieux possible. Cette conversation peut durer plusieurs jours. Mais en fait, plus on crée de contexte, meilleur est l'outcome. Nous, aujourd'hui, par exemple, sur ScoreJam, pour reprendre cet exemple, Greg a créé du contexte technique, qui est en fait un système qui permet en fait à Claude de comprendre comment on crée le logiciel. C'est des dizaines de milliers de lignes de contexte qui permettent à Claude de dire, ok, voilà comment il veut que je développe le truc. Et on n'aurait pas ça, on aurait un vrai problème, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'IA est non déterministe. Ça veut dire qu'on pose la même question 2 fois, on a 2 fois pas la même réponse. Donc, ce qui veut dire que quand on crée un logiciel, il faut que ce soit déterministe. Si chaque fois tu as une réponse différente, les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça marche pas. Donc la seule façon de rendre l'AI déterministe, c'est de la contraindre. Et de la contraindre le plus précisément possible. Le plus précisément possible. Et donc ça, c'est complexe. La contrainte, elle est complexe, mais si on ne le fait pas, c'est là où on a les hallucinations et c'est là où on a un truc qui finalement ne fonctionne pas. Donc le vrai conseil que je donne, et après je te donne la parole, c'est de dire aux gens, créez un document de contexte qui émane d'une vraie discussion avec une AI qui permet à Lovable ou à Vercel de faire un truc propre. Et ça, c'est dur parce que si je pense bien connaître les abonnés de Magma, on est un peu tout feu tout flamme. On a une idée, on a envie de la mettre en application tout de suite, et donc on n'a pas forcément la patience de créer ce contexte qui est nécessaire pourtant. Juste pour finir, on peut même faire des allers-retours. Moi, tous les 2 jours, je mets à jour, je dis à Lovable, j'ai un prompt, j'ai toujours le même prompt. Je lui renvoie les 3 documents, les 3 versions précédentes en PDF. Et je lui dis, on a fait beaucoup de choses. T'as mis à jour le back-end, puisque je t'ai demandé à chaque fois, le back-end est mis à jour, le lexique est mis à jour, les CGVU sont mis à jour. Remets à jour ces 3 documents. Ensuite, je renvoie les documents à Claude. Je dis, qu'est-ce que tu penses de ces documents? Est-ce qu'ils sont fiables? Oui, non, parce qu'il y a tel biais. Alors, c'est quoi ces documents? C'est ce que tu disais, les CGV, etc.? Non. Alors non, les 3 documents, j'ai un catalogue de features, un deck investisseur avec surtout de la doc technique et une présentation commerciale presse qui, moi, me permet de vérifier aussi que Lovable comprend bien quel est le but derrière. Parce que là, il doit mettre du texte pour de bon, quoi. Et du coup, ça devient le contexte partagé toujours entre Claude ou Gemini et Lovable, et je fais des allers-retours tout le temps avec ces documents. Pour que tout soit bien synchronisé. Ouais, et puis ça me permet aussi d'éviter que Lovable déconne et que je m'en rende pas compte. Parle-nous de Crawlers, du coup, parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un projet beaucoup plus complexe et que tu fais payer. Ouais, exactement. Et que tu as réussi à faire payer. Alors, il est millionnaire, je rappelle qu'il est millionnaire. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore d'users payants, je discute avec des prospects. Alors qu'est-ce que c'est Crawlers? Donc Crawlers, Crawlers, c'est une espèce de pieuvre avec au milieu des tables très larges, mais partagées par tout un format, un stack d'outils pour le SEO et le GEO. Ok. GEO, donc référencement dans les outils de génération d'IA. Et donc, si on part du back-end, l'idée c'est toujours la même, et effectivement, on finit toujours par parler de contexte. C'est d'avoir 5 tables, une table carte d'identité du business. Qu'est-ce qu'il fait, avec qui il le fait, combien de fois il le fait, où est-ce qu'il le fait, et plein d'autres variables. Une table audit, quelle URL marche pas, pourquoi elle marche pas, qu'est-ce qu'on préconise. Une table contexte saisonnier, par exemple, on est à Pâques, donc les pages, les sites de chocolat doivent aller sur le mot Pâques. S'ils sont pas sur Pâques, ils ont foiré leur année. Ou on est pisciniste, il y a une canicule, ça c'est de l'actu. Et enfin, une 5e table, qui est la table concurrence. Et autour de toutes ces tables, il y a 25 outils qui remplissent les tables pour enrichir tout le temps le contexte et qui ensuite rappellent les tables pour croiser la donnée et faire des audits assez larges.
C'est là où je te rejoins pas tout à fait sur le fait qu'on peut pas, mais en même temps j'ai un biais évidemment, on ne peut pas se caler sur avec du vibe coding et sur ce genre de logiciel. C'est vrai pour, je pense, absolument tous les types de données, sauf les données de l'univers numérique, parce que par définition ce sont des données déjà nettoyées, déjà structurées et qui ont une grammaire partagée par tout le monde. C'est sûr que jamais personne, en tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas possible de, avec Lovable, de créer un outil qui va transformer une photo en signal pour l'envoyer à un robot pour qu'il... Non. En revanche, nettoyer de la donnée qui est déjà standardisée, si l'architecture est clean, ça, c'est possible. Et sur l'idéation, comment t'es venue cette idée et pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Au début, donc je lance IK Tracker, je me dis en fait c'est marrant, ça marche bien. J'ai envie que ce soit bien référencé. Pas d'argent pour faire du paid, et puis ça m'emmerde, pareil. Donc j'avais besoin en plus de crédits supplémentaires pour finir IK Tracker. Donc pour avoir mes 5 crédits gratuits, je crée un autre compte sur Lovable. Il faut bien que je crée un projet pour recevoir mes 5 crédits de l'autre côté. Donc, tout ça pour 5 crédits. Oui, alors que dalle, 5 crédits. Quoi. Je crois que c'est 20, c'est de la merde, mais et du coup, je crée un crawler, ce qui est juste un lead magnet tout pété où tu mets ton URL et ça te dit si t'es détecté par si tu peux être détectable par les botiers. Voilà. Et puis en fait, je me rends compte que c'est hyper simple, que la grammaire elle est clean, et d'une part, et d'autre part. C'est un truc qui analyse le fichier robot.txt, voir ça. si les crawlers d'IA sont pas bloqués. Exactement. Quoi, okay. Et puis je me rends compte dans mon LinkedIn hyper cliché de mec de 30 ans, qu'il y a plein de mecs qui lancent des lead magnets qui sont sympas, quoi, mais d'une part, d'autre part, qui conservent pas la donnée. Tu te dis, mais tu fais un audit, donc c'est une donnée raffinée, tu peux en faire quelque chose, et eux, ils la conservaient pas. Je trouvais ça un peu bête. Et en plus de ça, ils se confiaient tout au LLM. Et c'est ce que tu disais, Pierre, si tu poses 2 fois la même question à LLM, il va pas te répondre 2 fois la même chose. Donc demande à Claude, fais-moi un audit GEO de mon site. Oui, ça, peut-être que tu vas avoir une précision assez fine, mais en fait, ils peuvent pas aller crawler entièrement le site, ils ont pas la donnée brute, donc en fait, faut quand même le faire à l'ancienne. Et cette logique de 5 tables différentes, etc. Parce que toi, t'es pas dev, t'es pas archi, t'es pas tech, donc comment t'en arrives à cette conclusion qu'il fallait fonctionner comme ça? Alors au début, je l'ai pas conçu comme ça. Et très vite, je me suis rendu compte que toutes les données, d'une manière ou d'une autre, rentraient dans 4 familles. Okay. Voilà. Donc au début, c'était juste carte d'identité, l'audit, la prescription de diagnostic et du contexte plus large. Voilà. Ok. Après, j'avais quand même ce que tu décris toi, Pierre, c'est-à-dire je sais pas coder. Je comprends à quoi servent les outils, ce qu'est un cron, voilà, mais je suis pas capable de coder un cron. Mais j'ai quand même une vision assez claire de... Un cron, c'est une tâche répétitive qui se lance à chaque... on a toujours la même... Oui, c'est une tâche qui reprend à heure fixe. Comment dire à heure fixe, voilà. Ou toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, bref. Mais en fait, c'est une logique d'hygiène. C'est-à-dire, je sais qu'il faut isoler de la donnée, qu'il faut essayer d'isoler le plus possible les fonctions. Voilà. Et donc, t'as plugué Stripe. Et j'ai plugué Stripe et ça marche très bien. Alors, c'était dur. En fait, c'est hyper chiant à paramétrer. Et en fait, à la fin, Stripe est toujours le meilleur. Pendant 3 semaines, j'ai essayé de trouver un prestat de paiement français ou européen. Ouais. Franchement, j'ai même demandé à mon banquier, il était censé avoir des partenariats. Enfin, c'est infernal. Parle à ton banquier de Lovable, il va te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, mais il me dit, non, mais c'est un jeune et tout, ça l'intéresse et tout. Il me dit, on a un partenariat avec une boîte française, déjà, l'onboarding, 45 clics, et à la fin, ça marche pas. Donc, au bout de 3 semaines, je vais sur Stripe. T'as Molly qui fonctionne bien en alternative européenne, c'est hollandais. Ouais, pareil, j'ai essayé, j'ai trouvé ça. Ouais. Quitte à payer pas de taxes aux Pays-Bas, je préfère utiliser Stripe direct. C'est une machine de guerre, Stripe. Ah ouais, c'est sûr que pour tous ceux qui nous écoutent, et ils le savent certainement, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'équivalent de Stripe en Europe, malheureusement. Et d'ailleurs, allez-y. Ouais, coder. Là où c'est vrai, c'est qu'il faut quand même... en fait, c'est toujours la même chose, c'est rébarbatif quand même, parce que ça revient à chaque fois
à paramétrer des API précisément pour ce qu'on veut, avec les requêtes qu'on décide, en isolant bien les paramètres dont on a besoin et pas ceux dont on n'a pas besoin. Alors, tu disais que tu n'avais pas de clients payants quand même. Aujourd'hui, non. Mais moi, j'ai testé les paiements avec moi. Et je vois que les requêtes passent. Voilà, les requêtes passent, l'argent revient. Ah, donc t'as fait plus 1 million, mais t'as fait aussi moins 1 million, quoi. Exactement. Okay, t'es un millionnaire de papier. Voilà. Et comment t'expliques que t'es pas encore closé, enfin converti? D'abord parce que je vends, pour ainsi dire, pas. Au sens où je vais pas chercher les clients, voilà. Là, je suis encore dans une phase... je sors un peu de la phase de conception, là, depuis 3-4 jours. Mais en fait, à chaque fois que c'est tout récent, là, c'est tout frais. Hein, ouais. Tout ça, En fait, à chaque fois que je voyais quelqu'un lancer un tool en disant j'ai fait ça sur Claude, je disais c'est une bonne idée, mais c'est mal exécuté, donc je vais pas me cacher. Hein. Capture d'écran LinkedIn, j'envoie à Lovable. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Oui. Est-ce qu'on a les données pour faire ça? Oui. Est-ce qu'on a les fonctions pour faire ça? Oui. Très bien. Propose-moi un schéma. Un schéma back-end, propose-moi un plan d'action, après j'envoie à Claude. Et voilà. Vous avez entendu parler de Nanocorp? Oui. Ouais. Oui. Vous avez essayé un peu? J'ai essayé, puis ça m'a fait flipper, j'ai arrêté. J'ai pas tout compris, donc j'ai arrêté, ça m'a fait flipper. Mathieu Stéphanie, que certains connaissent ici, mon associé qui a joué pas mal avec ça, Nanocorp. Et donc, vous lui pitchez une idée de business. Donc lui, non seulement il vous la code, il vous la met en ligne, et il vous met en place une stratégie d'acquisition. Et donc, il va aller envoyer des mails random à des prospects qu'il a identifiés lui-même. Et donc, vous vous retrouvez avec des mails envoyés en votre nom parfois de prospection, parfois assez agressifs les mails de vente. Mais ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Mais en tout cas, parce que tu parlais je ne le vends pas encore, mais aujourd'hui, et c'est à la fois le risque, la beauté, on pourra qualifier ça comme on veut, mais on peut aussi confier à des IA la commercialisation en mode un peu automatique industriel de ces SaaS faits en vibe coding, quoi. Mais... Ouais, en fait, t'as la bonne architecture, t'as la bonne base, mais il faut juste les agents plus compétents pour closer. Il y a deux choses. D'abord, l'idée, c'est quand même je pense que c'est illusoire, mais de pas m'en occuper. Donc là, j'ai un scénario, mais il me manque juste la dernière dalle qui peut aller scraper LinkedIn, et ça, c'est un peu pénible. Donc j'aimerais bien savoir si tu sais comment le bot de Mathieu a récupéré des mails, et surtout je veux pas payer Wallaxy. Donc voilà. Et en revanche, en fait l'outil est devenu suffisamment gros aujourd'hui pour qu'il adresse tout le SEO, tout le géo en partie, et même des à côté. Donc, par exemple, de la publication LinkedIn, Instagram. Pareil, j'ai le contexte. Je sais quel est mon but SEO, GEO. Donc, je peux faire la publication qui va soutenir ma stratégie. Et donc, là, je suis en train de pivoter sur un autre biais qui serait de faire de l'intéressement sur la lifetime value à des formateurs qui, eux, sont formateurs SEO, GEO auprès de grands groupes. Et donc là, justement, on prépare une démo pendant 2 semaines auprès d'un grand groupe. Et je pense que ça sera plutôt ça. Après, j'essaye d'envoyer du message LinkedIn standardisé. Je propose aux gens de leur faire des audits complets de leur site. J'ai une API qui met en un seul document tous les audits que je peux faire. Il faut que j'arrive à automatiser cette partie-là, mais je pense que je vais pas mal passer par du partenariat. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'un outil comme GetMint AI? J'ai pas essayé. Je sais même pas. C'est quoi GetMint AI, Esther? C'est une boîte qui a levé en fin d'année dernière, justement pour être le géant, l'optimisateur JEO. Vraiment se placer là-dessus. Ah oui, si j'ai vu. Mais du coup, je me dis, eux, ils ont levé 4 millions en décembre. Ouais. Est-ce qu'ils vont réussir à tout écraser? Est-ce qu'on a une... Alors, j'avais fait un benchmark. Ok. En fait, les boîtes qui ont levé de l'argent sur le géo, ils sont toujours sur le même segment, c'est le retail. Parce qu'il y a une énorme compétition entre les gros, parce que il faut quand même réussir à avoir une donnée ultra standardisée. Donc, par exemple, Cdiscount qui a signé avec Meteoria. Meteoria se branche sur les logs de Cdiscount, parce que toutes les pages produits se ressemblent, et donc peut regarder très précisément ce que font les bots sur les pages produits. Et Lemrock, c'est pareil, ils ont levé 5 millions sur du retail.
En revanche, j'ai pas vu de boîte qui est levée en GEO sur ce qui serait mon segment, plutôt la TPE, PME, plus large, et pas le grand e-commerce, quoi. Pierre, toi tu disais que tu avais switché d'un modèle pur vibe coding à quelque chose de plus classique, mais tu utilises encore Claude Code, enfin où les équipes, c'est combien de personnes les équipes tech là aujourd'hui? On est 2 dans la boîte. Vous êtes 2. C'est pas la peine de faire plus. Toi, t'interviens encore dans Claude Code? Alors, ce qui est intéressant à comprendre dans le paradigme AI qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'en fait, avant, quelqu'un qui n'était pas technique, qui savait pas coder, n'était pas impliqué dans le produit. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le product manager numéro 1 d'une boîte, c'est le CEO. Donc aujourd'hui, comment on se répartit les rôles? Moi, j'ai écrit à peu près 400 prompts, qui sont des prompts de logique business, c'est ce que je veux développer, ce que je veux que l'application fasse, puisqu'on a des prompts qui s'enchaînent les uns avec les autres. Il y a une vraie complexité business là-dedans, sur ce qu'on doit faire. Je le rappelle peut-être pour ceux qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas là au début. Pierre, toi, tu as créé ta boîte, tu fais du diagnostic de en fait, business. On veut faire en sorte que le feedback devienne actionnable et que les gens puissent prendre des bonnes décisions. Alors, il y a des gens qui nous comparent à des formulaires, mais un formulaire, c'est quelque chose qui te demande ce que tu veux demander. On te demande ce que tu veux comprendre. Et c'est la différence entre un formulaire et un diagnostic. Donc fondamentalement, c'est ça la différence. Donc comment on s'est réparti les rôles? Moi, j'ai structuré ce que je veux que le logiciel réalise. Et donc il y a toute la donnée business et toute la partie, on va dire, comment ça doit marcher. Et Greg me fournit une plateforme technique. Autrement dit, je dis, j'ai tel prompt. Voici les variables que je passe, qui va appeler tel prompt, qui va faire tel truc, etc. Et donc, toute cette logistique-là, elle est gérée par Greg d'un point de vue technique, et moi, je ne gère que la partie business. Et lui, il le fait manuellement aussi, ou il s'aide d'IA pour coder? Il ne code plus, c'est que du Cloud. Ah oui, on est d'accord. C'est totalement généré de manière... Non, parce que je pose la question, parce que ça peut être compliqué quand 2 personnes, 2 associés dans une même boîte, ont tous les 2 accès au code de la boîte, et donc tu peux avoir des demandes qui sont contradictoires, ou j'en sais rien. Moi, j'utilise Claude pour gérer des prompts, on va dire, système dans le logiciel, et lui, il utilise Claude pour créer le code, la plateforme qui va en fait permettre de prendre ces prompts et d'en faire quelque chose. Donc, ce sont 2 choses totalement différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois de ma vie où je fais un produit finalement. Où je contribue. Avant, je contribuais pas du tout. Et là, en fait, je contribue. Et je pense que le rôle de product manager n'existera plus très rapidement. Parce qu'en fait, le product manager, c'est quelqu'un qui a pour objectif de dire, je vais essayer de comprendre les clients et de créer une roadmap à long terme. Or, avec les AI aujourd'hui, la roadmap, elle est à 3 jours. Elle est à 5 jours. Donc, il n'y a plus de product manager. Le seul truc qui est important, c'est quelle est la vision de l'entreprise. Ça, c'est plus ou moins le CEO qui doit l'avoir. Et qu'est-ce qu'il veut créer en fonction de l'adaptabilité qu'il doit avoir en fonction de ce qui se passe sur le marché avec ses prospects, etc. Donc, il n'y a plus de product manager. Il y a quelqu'un qui a une vision, qui peut l'implémenter presque tout seul, et quelqu'un qui est un architecte technique qui fait en sorte que cette implémentation fonctionne. Fonctionne et puisse grossir aussi avec les années. Bien sûr. Ouais. Et du coup, vous travaillez avec un cas type, c'est quoi? Vous récupérez par exemple de la donnée comptable et ensuite vous l'injectez dans votre machine? Non, ce qu'on fait nous, c'est que, je l'ai dit au départ, rappelle-toi, c'est important d'avoir du contexte. Donc par exemple, tu me dis, je vais faire un diagnostic sur, prenons un exemple tout bête, tu as un organisme de formation et tu veux savoir si les gens ont été contents de ta formation et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Okay. Tu me donnes ton adresse web, tout simplement. Moi, je vais aller scraper dedans tout ce qui m'intéresse. Dedans, j'ai écrit à peu près une 50aine de prompts. Et pour chacun, il y a 3 choses que je vais chercher, qui sont très précises. Et en fonction du chemin que tu choisis, je choisis qu'est-ce que je vais aller chercher. Donc là, je crée du contexte de manière indépendante de celui qui l'utilise, puisque c'est la machine qui le fait. Je sais qu'il y a des choses que je vais te demander qui sont précises, que je ne peux pas trouver. Donc là, je vais te poser des questions ouvertes en disant, au fait, voilà la question 1, la 2, la 3, et tu réponds. Ça donne du contexte à l'AI. À partir de ça, une fois que j'ai ça, je vais créer des dimensions. Parce qu'en fait, il faut que quand tu veux poser un diagnostic, il faut des dimensions qui soient non redondantes, qui soient exclusives, etc. Qui se croisent pas, etc. Donc, on pose des dimensions. Et à partir de ça, on va poser les questions qu'on veut poser. Dans les questions, il y a plein de typologies différentes. Tu as des questions ouvertes, tu as des questions radio button, tu as des questions machin. Et on va poser un scoring derrière tout ça.
Donc là aussi, il y a un système que Greg a développé qui va scorer automatiquement les questions qui ont été générées par l'AI. Donc ça, c'est déterministe, du coup. Si Totalement déterministe. Ouais. Et dans la façon de créer les dimensions et les questions, on a totalement contraint l'AI. Et après, on crée des recommandations. Et pour celui qui participe, pour pas que ce soit trop chiant, donc tu réponds à des trucs, on te dit, tiens, voilà ce que ça veut dire pour toi, ta réponse. Donc tu as des recommandations automatiques. Et pour celui qui crée, parce qu'au fur et à mesure que les gens répondent, on te donne des recommandations sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, c'est complètement dément parce que l'AI a une puissance extraordinaire. Moi, j'ai fait des tests sur des trucs absolument incroyables. Je me suis pris pour la mairie de New York en faisant un diagnostic sur la sécurité dans New York. Donc, j'ai écrit un truc. C'est juste dément ce qui a été fait. Et après, j'ai fait répondre 2000 personnes de manière automatique. Et j'ai essayé de regarder ce que les analytiques me disaient. Mais c'était dément. Ça me disait, par exemple, il faut faire une réunion à tel endroit dans la ville pour leur parler de ça. Ouais. C'était des trucs de ce niveau-là. Donc, on arrive à avoir des analyses. T'as créé 2000 répondants random, quoi. Ouais, avec on des a un système qui permet de le faire pour tester notre produit. Donc, moi, pour le tester, je le fais. En fait, comment je travaille, c'est vachement marrant à regarder parce que avant, moi, j'ai jamais beaucoup cru au feedback client. Je pense que les gens mentent tant qu'ils payent pas. Et je pense qu'il y a trop de biais dans le feedback client pour l'exploiter. Donc, moi, j'ai toujours dit, il faut pas parler aux clients, c'est une perte de temps. Il faut leur parler de leurs problèmes, mais pas de comment ils voient l'avenir parce qu'ils savent pas répondre. Et donc, qu'est-ce que je fais pour travailler qu'on comprenne bien? Par exemple, j'avais fait un diagnostic sur Michelin. Je vais prendre des exemples complètement aléatoires sur les pneus Michelin. Donc, je crée mon truc avec mes réponses et après, je le mets dans Claude en disant, voilà, t'es le directeur technique de Michelin. Voilà le diagnostic que tu veux poser sur tes pneus. Voilà ce que j'ai fait. Dis-moi si c'est bien ou pas bien. Et là, il te répond en te disant, ça me plaît, ça me plaît pas, ça c'est naze, ça c'est bien. Je lui dis, ok, super, voilà le prompt que j'ai utilisé pour le faire, corrige. Et du coup, il me dit, voilà comment il faudrait que tu le corriges, enfin, ou les prompts. Et j'ai fait un raffinement comme ça. Et maintenant, j'arrive à des diagnostics où j'ai des réponses de Claude qui me disent, t'es à 95 sur 100. Donc là, j'arrête. Parce que normalement, c'est bon. Ouais. Mais en fait, le client, c'est les AI. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de raisonner indépendamment du marché. Avec, en disant, je te donne le LinkedIn du CTO de Michelin, voilà le personnage et voilà comment il répond. Et donc, on est capable de faire plein de trucs comme ça. Donc, moi, j'ai beaucoup itéré sur la qualité de ce qu'on générait. Et ça m'a permis, en fait, de faire la chose tout seul, finalement. Et d'aller très, très, très vite. L'utilité, du coup, c'est que tu peux adapter ta machine s'adapte à n'importe quel use case business. Oui. Que ce soit donc un CTO, un CFO, un directeur marketing, il comprend le contexte. T'as des prompts super précis pour qu'ils comprennent tout le contexte et qu'ils comprennent tout le besoin. Alors j'ai fait des chemins. J'ai fait des chemins parce que quand tu poses un diagnostic, c'est jamais le même. Ouais. D'accord. Si tu veux un diagnostic sur, par exemple, est-ce que mon marché est viable? Le diagnostic, c'est est-ce que les gens aiment mon produit? Ce sont deux choses très différentes. Donc j'ai créé des chemins avec des logiques de quoi j'ai besoin pour chacun des chemins. Donc il va chercher. Et ça vient de ma connaissance à moi, puisque comme je suis un peu plus vieux que vous, j'ai un peu bourlingué, donc j'ai un peu quelques idées là-dessus. Et donc j'ai écrit tout un tas de trucs qui me permettent de dire, voilà ce dont j'ai besoin pour pouvoir répondre à cette question. Et après, donc chaque chemin, si tu veux, notre produit, dans chaque chemin, il y a des choses qui sont différentes. C'est pour ça qu'on a 400 prompts dans le produit. Ah bah oui. Et il y a un chemin qui est particulier, qui est le diagnostic générique, où tu me dis, j'ai une pizza, et je veux savoir un truc que moi j'ai pas prévu, parce que si c'est une pizzeria, moi j'ai pas prévu la pizzeria. Et là, on est capable avec de l'AI, de créer ça de manière en temps réel. Alors c'est plus complexe, mais on est capable de créer un diagnostic en temps réel qui marche. Mais moi je conseille pas de l'utiliser si tu as un chemin que tu qui est prédéfini. Qui est prédéfini parce que là, du coup, c'est hyper puissant, quoi. Pierre, parlons d'argent un peu. C'est quoi le business model de cette solution? Et en fait, c'est quoi? C'est des prestations que tu factures, toi, en direct. Il n'y a pas de paiement sur la plateforme, si? Si, bien sûr. Okay. Parce que moi, je veux de l'onboarding automatique. Je veux pas parler aux gens. Donc, je veux que ça soit totalement indépendant Pierre de moi. N'aime pas les gens. Non, j'aime pas les gens. C'est pas du tout ça. C'est que j'ai pas envie. Pas le temps. Sinon, ça marche pas. Je peux pas faire du scale. On est deux. Donc, qu'est-ce que t'as prévu? T'as mis quoi en place? Donc, t'as un onboarding. Tu viens, tu testes. Si ça te plaît pas, tu t'en vas, tu dis que c'est de la merde et puis c'est très bien. Si ça te plaît, tu payes pour publier. Basta. Ok. Et tu payes 15 balles. Tu payes donc pour publier. Tu payes pour publier parce que sinon tu peux pas le diffuser auprès des gens qui pourraient participer à ton diagnostic. Tu payes pour publier et en fait c'est un paiement à l'usage. Comme Lovable, comme Vercel. C'est comme moi je suis 100% AI et qu'on fait énormément d'appels à plein de modèles.
Évidemment, si je laisse les gens payer 10 € et puis faire ce qu'ils veulent, on est mort. Donc en fait, tu payes et en fonction de l'usage, tu vas devoir payer plus, exactement comme avec Global, le même principe. Donc si tu as un diagnostic avec 100 participants et un diagnostic avec 1 million de participants, tu paieras pas la même chose, évidemment. Et c'est quoi les ordres d'idées? Les ordres d'idées, c'est que pour créer l'ordre d'idée, c'est en euros, quoi. En euros, c'est quand tu fais appel à un LLM, d'accord, ça te coûte de l'argent. En fonction de la taille du diagnostic que tu crées, ça te coûte plus ou moins cher. Et moi, j'ai défini une règle qui est une règle de marge, qui est de dire, si ça coûte 1 centime, je vais en gagner 3, par exemple. Donc, je facture 3 centimes. Voilà, donc je peux jamais perdre d'argent. Tu comptes tes tokens et ensuite tu rajoutes ta marge. Ouais, donc tu as mis en place ça aussi, un comptage de tokens pour chaque requête. Okay, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Greg. Parce que là, non, bien sûr. Mais oui, bien sûr, on l'a fait. C'est intéressant. Bien sûr. Et ça permet en fait de ne jamais perdre d'argent et de toujours être honnête avec les gens qui l'utilisent. Plus tu l'utilises, plus tu payes. Si tu l'utilises normalement, tu payes normalement. Donc, c'est très bien. Et ça marche, vous êtes content? Oui, alors c'est le début parce que moi j'ai voulu qu'on aille vite pour le lancer, donc on avait quelques pétouilles un peu partout. Mais là on sort un truc dans 10 jours qui à mon avis est absolument dément. Et pourquoi pas demain? Moi j'ai pas peur de lancer le truc et de voir ce qui va et ce qui va pas et d'avancer rapidement. Donc dans 10 jours on a un truc qui est absolument dément. Et là j'ai pas fait de phase commerciale parce que je savais qu'on avait des carences dans ce qu'on faisait. Mais dans 10 jours je vais faire que ça. Alors c'est intéressant ce que tu dis. On le lance dans 10 jours. On est dans un monde où tout va très vite. Qu'est-ce qui t'empêche de le lancer dans 2 jours? Je l'ai lancé il y a 2 mois. Oui. Moi, j'ai des clients, j'ai des gens qui payent, qui l'utilisent. Tu dis, t'as une nouveauté qui arrive dans 10 jours, c'est ça? Parce que je veux quand même la tester, parce que maintenant, on a des clients en production, donc je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Ouais, t'as raison. Tu vois, c'est là où tu viens sur la partie vibe coding qui est un peu compliquée, parce qu'il y a de la data dans nos bases de données aujourd'hui, de gens qui l'utilisent vraiment. Donc, je peux pas dire, tiens, ça me plaît, je lance ça. Ouais, tu peux pas déployer comme ça. C'est pas possible. Donc, on est obligé de tester et de faire un truc un peu classique. Voilà. Okay. Voilà pourquoi 10 jours. Pour parler un peu d'Orso, nous on est aussi à fond sur le vibe coding. Aucun outil qu'on fait payer pour le coup, mais je le mesure plutôt en outil ce qu'on aurait dû payer pour avoir accès à ces outils. Exemple, le site internet d'Orso, c'est du full available. On l'a lancé il y a 1 mois et demi. Il y a un vrai back-office derrière, gestion des articles, avec des automatisations qui surveillent les flux RSS de nos podcasts et qui créent une publication dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Donc on a une section articles avec 900 papiers aujourd'hui. Voilà, 100 personnes qui intervient dessus avec des règles. Et je lui dis par exemple, comme on a des podcasts sur les finances perso, si tu détectes des termes litigieux comme forex, conseil en investissement, etc., tu me le signales et tu mets on hold la publication parce que je veux pas qu'on soit assimilé à du conseil en investissement. Donc tout ça marche très bien. Et ça un site, je pense que une agence web me l'aurait facturé 25-30 000 € à l'aise. Hein. Et encore, je suis raisonnable parce qu'il y a quand même beaucoup de complexité, d'automatisation complexe derrière. Un outil qui a vraiment changé la vie d'Orso, c'est un outil qui permet de gérer le flux de facturation entre tous les créateurs de contenu avec lesquels on bosse et les sponsors qu'on active sur leurs différents formats, sur leur chaîne YouTube, sur leur podcast. Nous, on est intermédiaires entre les deux. Et donc, ça génère beaucoup de flux. Ça générait beaucoup de flux jusqu'à présent. Et donc, il y avait des automatisations Zapier, Notion. Et le problème de ces automatisations, alors c'est vrai quand on aime bricoler comme moi, c'est sympa, on dit « oh ça marche ». Mais quand elles sont trop complexes, il suffit que ça pète à un endroit et là, c'est perdu. Faire. Ouais. Et en plus, il faut se rappeler de ce qu'on avait fait à l'époque, etc. Donc c'est infernal. Donc là, j'ai tout mis dans un SaaS qui est incroyable. Enfin, franchement, il y a des dashboards complets avec des graphes. On voit l'évolution du chiffre d'affaires par podcast, par mois, par année. C'est assez fou. Et ça, clairement, je pense que c'est un projet à 100 000 balles. Enfin, vraiment. Mais enfin, moi, j'opère des paiements via mon compte Conto directement depuis la plateforme. Il y a des dépôts de factures, de l'OCR. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, je pense que tu touches du doigt la vraie puissance de ce truc-là, qui est le truc suivant. C'est qu'on a digitalisé la planète sur la base de développement fait par des grosses boîtes, les Salesforce, les Oracle, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On sait de toute façon, on sait pas le faire. Donc, c'est à eux de le faire. Donc, ils ont développé à coût de centaines de millions. Et après, ils nous ont forcés à utiliser leur méthode. Quand on utilise Salesforce, on a une façon d'utiliser ou de gérer ses prospects et ses clients qui est propre à Salesforce. Mais comme on savait pas le développer, on s'est un peu plié en disant, je vais faire comme ils proposent, tant pis.
même si c'est pas exactement ce que je veux. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Exactement ce que tu décris. C'est la vraie personnalisation à un tout petit niveau qui est Orso Média où chacun sa petite boîte. Tout petit, un très grand niveau où en fait on est capable de faire un truc très personnalisé parce que là ton système de facturation ça pourrait être un logiciel comptable mais qui te correspond pas du tout. Donc tu vas être obligé de faire des trucs dont tu t'es dit je vais le faire tout seul. Et je pense que ce qui va se passer c'est que les gens vont se désabonner de ces gros logiciels qui pour moi sont morts. Ouais. Les Monday, les Salesforce, les machins. Alors peut-être pas d'accord. Boursière, hein, là, quand même. Peut-être pas être d'accord, mais je pense qu'ils sont morts et les gens vont dire, bah, Salesforce, ouais, ça fait tout, mais moi j'ai besoin de 3% de ce qu'il fait et je vais le faire. Bien sûr. Et avec ça, j'ai ce que je veux et je vais le faire comme moi j'ai envie. Et donc là, on va revenir à des petits logiciels limités à une entreprise, même grande, et qui permettront en fait de s'affranchir de tout cet écosystème-là qu'on nous a imposé. Donc les SAP, les machins, etc. Ouais. Et ça, c'est un vrai truc, et c'est ce que tu prouves. Hein. Et on n'a pas ce problème de solutions qui doivent devenir globales et qui doivent grossir. Non, parce que c'est des outils qui sont de toute façon amenés à rester à usage interne. Se pose quand même la question de la sécurité. Et c'est là où, si on se remet encore avec une casquette Magma, il y a des opportunités, je pense, très importantes à saisir dans les prochaines années. C'est des auditeurs cyber qui vont venir checker un site développé avec Cloud Code ou n'importe quel service et avec le vice humain essayer de trouver des brèches. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, alors faut voir avec Mythos qui a sorti au secours, Anthropic, mais les principales failles sont aujourd'hui humaines. Et il faut être vicieux quand même. Faut être vicieux pour aller chercher les failles aujourd'hui dans les services. Et aujourd'hui, les IA. C'est vrai pour ton logiciel, mais aussi pour les autres, pour les Salesforce et compagnie. C'est vrai pour tout le monde. Non, mais c'est vrai. En fait, mais là, si on se retrouve, avec une multiplication de SaaS, et ben forcément, il va y avoir une démultiplication des failles et des risques. Clairement. Je pense qu'il y aura quand même du logiciel parce que à un moment. On est quand même fainéants, on est tous concentrés sur nos business. Donc si je trouve une solution qui rentre dans mon prisme de valeur et de marge et que ça me coûte moins cher que le temps que je vais dépenser à le développer, le maintenir, le scaler, je le prendrai. En revanche, c'est surtout, je pense, ils vont mourir parce que leur marge va s'effondrer et qu'eux, ils sont pas dimensionnés. Ils peuvent pas accepter que leur marge passe à 30%, ça n'est pas possible. Donc, et c'est aussi pour ça qu'ils vont d'une manière ou d'une autre sabrer dans les effectifs, mais qui maintiendra la plateforme derrière? Qui peut maintenir un SEMrush quand la marge attendue ou la marge acceptée par le client, c'est le concurrent. Bah ouais, mais c'est 30%, tu vois. Donc ça va être compliqué pour eux. Pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, sur le fait que des gros progiciels ont imposé leur méthodo et donc c'est des utilisateurs qui ont dû s'adapter. Et on a du mal à sortir de ça. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de développer un outil pour gérer la programmation, la post-prod de nos podcasts. Aujourd'hui, on utilise Notion, on utilise Google Drive, on utilise Google Agenda, on utilise Google Doc, Google Sheet. Et tout ça, c'est dans un workflow un peu hétérogène et il y a des dialogues entre tout ça. Et donc, je fais une réunion avec Lou dans l'équipe qui gère la post-prod de La Martingale et en fait, son premier réflexe, ça a été de reproduire la complexité. De dire, alors, mais moi, je veux un équivalent Notion qui fasse ça, puis après, je suis, mais pourquoi reproduire un truc complexe, alors que là, tu as l'occasion de prendre du recul et dire, en fait, c'est quoi la finalité? Tu veux un Kanban avec un épisode qui passe d'un statut à l'autre au fil de tes avancements. C'était qui la personne qui a fait ça? Qui a fait quoi? Qui a reproduit la complexité? C'était un technicien? Non, c'était la personne qui était qui est productrice, ultra smart, ultra douée. C'est une flèche, on l'adore. Mais si tu veux, t'as une aversion pour ce que tu connais pas, et donc tu vas avoir tendance à reproduire, même si c'est complexe et que ça n'a pas de sens. Tu vas reproduire quelque chose que tu connais déjà parce que tu te dis je vais pas perdre mes repères. Alors que là, on a une occasion avec le vibe coding de repartir d'une page blanche et de désolidariser de tous ces mauvais réflexes qu'on nous a imposés depuis des années. Bah, tu utilisais le mot Kanban comme framework, mais au final Kanban, enfin je sais pas vous, mais moi je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler du mot Kanban, c'était une méthode, et donc c'était une méthode où on se mettait des post-it et on voyait où est-ce qu'on perdait du temps et où est-ce que on se mettait des étapes non nécessaires. Donc en fait, est-ce que c'est pas le moment justement de se remettre de revenir au début et de la méthode Kanban?
Ouais, mais Kanban, c'est un aspect pose pas assez, visuel intéressant. Tu veux voir juste visuellement l'état d'avancement d'un projet, tu vois. Mais là, tu parles de l'état d'avancement d'un projet. Moi, je te parle d'un workflow. Et la méthode Kanban, c'est vraiment ça. C'est tu reproduis, tu dis à ce moment-là, je clique sur tel bouton, machin. Et c'est là qu'en fait, tu peux voir tout le workflow et supprimer tout ce qui est un peu ce qui est non nécessaire. C'est vrai. C'est vrai. On voit de plus en plus apparaître d'ailleurs des architectes de solutions IA qui viennent, je vais venir dans votre entreprise, analyser vos workflows, on va faire des interviews. Et non, c'est toi qui le connais, le workflow, c'est pas la peine d'avoir ça. Alors, on va tout faire avec le Claude MCP. J'ai tendance à dire oui, je serais plutôt d'accord avec toi, mais quand, en tant qu'entrepreneur, même chef d'entreprise d'une PME ou même d'une ETI, franchement, allons-y, les possibilités qu'il y a sont tellement immenses que tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas quoi faire. Moi, j'ai un copain qui a une boîte qui fait secret et qui est assez complexe. Il y a un système SAP, il y a un tas de trucs dans tous les sens. Il me dit, moi, je suis un peu largué avec ton truc, là, comment je fais? Et je lui ai dit, écoute, c'est simple. Tu vas créer des documents qui expliquent ce que fait ton entreprise. D'accord? Comment ça marche, il y a telle base de données, tel machin, tel truc. Tu vas donner des exemples, par exemple, de propositions que tu fais à tes clients, de machin, etc. Tu vas créer tout un contexte et tu vas créer un projet dans Claude en mettant tous ces documents. Et maintenant, tu vas commencer une conversation. Tu vas dire, voilà, je connais rien en intelligence artificielle. Voilà ce que fait ma boîte. Je t'ai mis 20 documents. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? C'est ça la première question. C'est vachement intéressant comme première question. Et tu pars de là, et sans rien connaître à l'AI, parce que c'est la problématique de la plupart des gens, tu t'aperçois que tu peux avoir une conversation normale avec un truc, une machine, et qu'en fait, elle va t'aider à construire un raisonnement qui va t'aider tout seul à trouver comment tu peux leverager l'AI dans ta boîte, petit à petit. Et ça marche très bien. On a essayé, ça marche très bien. Donc, si tu veux, tout le monde est capable de le faire, ça. Ouais. Il faut juste se dire, OK, je vais donner du contexte pour que la conversation soit utile. Mais si tu donnes du contexte, tu n'as que des conversations utiles. Et tu peux dire, je veux commencer doucement, je veux pas aller trop vite. Il va te dire quoi faire tout de suite. Et petit à petit, tu rentres dans le jeu. Et à la fin, tu t'aperçois qu'en fait, tu as perdu 10 ans de ta vie à ne pas le faire, quoi. En fait, c'est une sorte de méthode et de rigueur. Si t'as donné, c'est toujours la même chose, si t'as donné clean et si t'as donné un super contexte à ton IA, en fait, elle fait ce que tu lui demandes de faire. Alors après, avec Lovable, faut régulièrement refactoriser parce que du coup, t'as touché des fonctions de ton back-end, donc il y a des trucs qui sont redondants, donc faut nettoyer, voilà. Et ça coûte de l'argent. Mais en fait, tant que t'es rigoureux et assez hygiéniste dans ton code, et du coup que t'as la même rigueur quand tu parles à tes IA, franchement. Mais moi, je dis pas de le faire. Je dis de poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Après, une fois que tu as la solution sur comment qu'est-ce que tu peux faire, on peut se poser la question du comment. Et là, il y a peut-être d'autres solutions aussi à voir que le vibe coding. Mais déjà, juste se poser la question, comment je leverage l'AI dans mon système, dans mon entreprise. Les gens se posent pas la question, pourtant c'est une question très simple. J'ai l'impression que celles qui arrivent le mieux à implanter l'AI dans leur boîte, c'est celles qui sont déjà de base les mieux organisées. C'est-à-dire où les workflows ont du sens, où la manière de bosser, les outils sont alignés avec les objectifs, etc. Non, mais t'as des boîtes où c'est quand même un peu plus. Je pense que c'est une histoire de culture plutôt. Ouais, mais si la boîte marche, c'est que quelque chose, il y a des process qui marchent, tu vois. Ouais. Si la boîte existe, c'est qu'elle fait du chiffre d'affaires. Oui, mais il y a plein de trucs qui marchent. Il y a plein de boîtes qui marchent aussi un peu à l'intuition, au dos mouillé. Si, il y en a plein. Oui, il y en a plein. D'accord. Ouais. Mais de leur point de vue, peut-être qu'ils marchent pas au dos mouillé. Tu vois, ils ont un workflow qui est un peu chelou, mais tant que personne vient leur dire, en fait, là, quand même, vous perdez beaucoup de temps à faire ça, alors que, ce que tu disais, tu vois, on peut supprimer un post-it. Quand t'es dans ta grotte, tu vois pas l'extérieur, quoi. Donc, Après, si tu prends le patron de la boîte et que tu lui poses la question comment elle marche ta boîte, je pense qu'il a quand même des réponses. Même si de l'extérieur, ça paraît un peu intuitif, je pense qu'il a quand même des réponses. J'ai justement en écoutant, je sais plus quel épisode de chez vous là, j'ai vu l'exemple d'Alan. J'ai trouvé ça incroyable. Donc la startup Alan qui laisse n'importe qui de sa boîte modifier son code. Et ensuite, quand même, il y a des devs qui viennent vérifier que ça fait pas des conneries, que c'est une bonne idée. Mais que du coup, le service marketing peut de lui-même aller dire, en fait, ce bouton il est pas au bon endroit. Moi, je prends sur moi, je le modifie. Moi, j'écoutais et ça, c'est incroyable quand même. Okay. J'écoutais un podcast du patron de Claude Code
qui disait, qui est technique, qui vient de chez Instagram. Et il disait en fait, avant, je donnais donc du contexte à l'outil, je lui disais voilà ce que je veux développer, il développait, je validais le code, on passait en production, etc. Depuis le mois d'octobre 2025, il ne regarde ni le code, ni ne le valide. Ouais, j'ai lu ça. 0. Mais non. Tout seul, il passe. Donc, c'est pour dire que je pense qu'on se rend pas compte de ce qui est en train d'arriver. Autre interview qui a eu lieu il y a deux jours, cette fois-ci du growth manager de Claude, qui disait les gens ne se rendent pas compte que dans 3 ans, on aura des IA 1000 fois plus puissantes que ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Je vous laisse juste imaginer ce que ça veut dire. Moi, ce qui fait halluciner dans ce que tu me dis, c'est que juste Anthropic, donc Claude a sorti 52 features en 70 jours et que les gars ont encore le temps de faire des interviews quand même. Ouais. Il y a eu l'explication du workflow de la directrice marketing de Claude qui fait absolument tout avec Claude, qui est toute seule et qui gère le SIA, le SEO. Elle est toute seule. Et après, elle a peut-être 2-3 personnes, tu vois, mais en gros, il te détaille tout son workflow. Tu dis, mais comment c'est possible? Ouais, Toi, bon, pour revenir un peu à l'argent, au chiffre d'affaires, c'est ça qui fait quand même tourner les entreprises. Si n'importe qui, avec des connaissances minimes, peut créer son propre outil, ses propres outils maison, qu'est-ce qu'on va acheter en logiciel demain? Enfin, pour quelle raison? Qu'est-ce qui va faire que demain, on va payer un abonnement à 5, 10, 15, $20? J'exclus de tout ça les outils full IA, les clouds, etc. Mais je parle des SaaS qu'on utilise. C'est quoi? C'est vraiment mort? De mon point de vue, la question c'est, je crois que c'est le dilemme du prisonnier. Si moi je l'utilise pas, est-ce que je sais qui ne l'utilise pas? Donc par exemple, un système où tout un marché, un outil que tout un marché utilise, donc il y a quand même de la donnée croisée, c'est pertinent pour tout le monde. Tu ne sais pas qui ne l'utilise pas, et donc tu peux pas prendre le risque d'être le seul à pas profiter de cette donnée croisée. Ok. Donc sur des outils assez spécifiques, je ne vois pas pourquoi les gens se priveraient de dépenser 30 €, ou en tout cas prendre le risque de ne pas dépenser 30, 80, 100 €, parce que le risque, c'est que tous les autres aient un avantage compétitif, sauf toi. Ouais, mais là tu parles de mastodontes, d'outils utilisés depuis des années, donc qui ont acquis, je sais pas, une expérience de data, non? Moi, je pense que comme dans tous les gens, une aversion au changement. Et que donc, quand tu as un truc qui marche, même si c'est pas optimal, ils vont le garder. Si tu vas dire à Bouygues de changer son système de paye, ils vont te dire non. Parce que c'est pas parfait, mais ça marche. Les gens sont payés à la fin du mois. Je prends pas le risque. Donc, si tu veux, le changement est une chose complexe pour la plupart des gens. Et donc, c'est ça qui va freiner les AI. Mais à un moment donné, l'équation économique sera telle que tu diras, OK, il faut que je fasse quelque chose. Mais tu vois, si tu regardes le système technique qu'on a aujourd'hui, il y a encore des boîtes qui tournent sur des mainframes. Oui, bien sûr. Donc, on met du temps à évoluer et à changer. Donc, ça prendra un peu de temps. On regarde les infras des banques. Mais le Elles ont problème, encore du code des années 80. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que l'AI, c'est la première technologie depuis l'histoire de l'humanité qui va plus vite que l'humain. C'est-à-dire qu'on a toujours absorbé les technologies en disant, bon, on a vu les trucs venir, on s'est adapté. Là, on va pas s'adapter. Il va y avoir une casse sociale, de mon point de vue, gigantesque. Et ça va trop vite pour l'humain. Et donc, on n'est pas capable d'anticiper ce que vont être les métiers de demain, ce que vont être les entreprises de demain. Est-ce qu'il y aura ces logiciels dont tu parles? Moi, je pense qu'il y en aura pas beaucoup. Maintenant, j'ai peut-être totalement tort, j'en sais rien. Mais donc, si tu veux, on peut pas anticiper. Mais si l'AI qu'on nous propose en 3 ans est 1000 fois plus puissante, je suis à peu près sûr qu'on n'aura pas tous les logiciels dont tu parles. Oui, c'est clair. On est tous morts si demain c'est 1000 fois plus puissant. Sachant qu'à un moment, on va se prendre peut-être aussi tous à un tarif, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, on paye à peine 10% du vrai prix de ce que coûtent réellement les IA. Donc là, tu payes $2000 par mois. Oui, pour faire du code. Si ça se trouve, normalement, tu devrais payer plutôt 20 000. Mais je peux aller loin parce que ça correspond au travail de 6 développeurs à temps plein. Ouais. Donc, je peux aller assez loin, tu vois. Oui, mais est-ce que tu aurais pris le risque de monter une boîte avec 6 développeurs, 6 CDI au lancement? Aujourd'hui, non, ça aurait été... Tu vois, c'est pas tout à fait comparable non plus. Bien sûr. Mais là, aujourd'hui, si la boîte marche et qu'elle est lancée, et que j'ai obligation de continuer à payer, même si ça monte beaucoup, je le ferai. Tu vois, après, c'est une réalité économique. Si c'est rentable, je continue. Si ça ne l'est pas, j'ai un problème. Après, l'IA, pour moi, c'est juste une techno de plus. Alors, c'est une techno extraordinaire et qui change tout. Mais du coup, c'est aussi
tu peux décider quel pourcentage de tes finances tu dépenses sur cette techno. Tu peux décider d'avoir le plus possible des algos déterministes et de donner que telle partie à l'IA, ou tel segment à l'IA. Donc peut-être qu'effectivement le coût de l'IA va exploser, mais la question va être qui arrive à vraiment le mettre au bon endroit, là où c'est optimal, quoi. Et à optimiser aussi les requêtes, quoi. Ou pas, hein. Je te rappelle que par exemple Google a sorti Gemma 4 cette semaine, qui est un open source, qui est plus puissant que Sonnet 4.6, pour ceux qui connaissent, qui est un open source. Donc tu mets ça sur ton serveur, si tu as un peu de capacité technique, tu sais le faire, nous on y réfléchit, et du coup, l'AI te coûte 0. Ouais, c'est la guerre là en ce moment. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir des outils du niveau de Claude gratuits. En local. Voilà. C'est le cas aujourd'hui. Gemma 4, c'est à peu près du niveau de Sonnet 6, 4.6 en mieux. Quel est l'intérêt de Google de rendre ça open source? Quel est l'intérêt de Google de le laisser en open source? Google, ils font la guerre à tout le monde. Et puis pour eux, c'est de l'infrastructure. Ils ont les mains partout. Donc ils se disent, l'open source, ça va toucher pas tout le monde, parce que tout le monde n'est pas capable d'avoir un serveur et de le gérer et tout ça. Mais ça sera ça de moins aux autres. Ouais, en fait, c'est ça. C'est la guerre à mort. Et puis après, tu dépends concurrents. de Google. Tu es sur une plateforme qui est un open source de Google. Alors oui, tu peux l'adapter à tes besoins, etc. Mais pour eux, ils diffusent de la technologie. L'intégration, elle est dingue ensuite. Ouais. Et ils gagnent de l'argent ailleurs, quoi. Donc non, je veux dire que c'est pas évident que ça coûte aussi cher que tu le dis, parce que on pourra avoir des serveurs dédiés. Oui, c'est vrai. Allez, dernière petite question. On remarque quand même, toi t'es VC aussi ou je l'ai été les deux. On voit quand même, on observe depuis 2-3 ans que 80% des fonds vont vers des boîtes qui sont full IA. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que si tu montes une start-up qui est en dehors des clous de l'IA, ça sert même pas à grand-chose de la lancer? Moi, je pense que la problématique, elle est pas tellement au niveau de ça, elle est au niveau de la position d'un VC, c'est de dire, j'investis dans un projet qui, dans 10 ans, parce que c'était ça l'échelle de temps, va devenir quelque chose qui va valoir 1000, 2000, 3000 fois plus que ce que j'ai mis. C'est ça le projet. Aujourd'hui, tu peux pas voir à plus de 3 mois. Donc la vraie difficulté, elle est là, parce que si l'IA se multiplie par un facteur 1000, ce que je crée aujourd'hui vaut rien. C'est à peu près ça qu'il faut se dire. Donc si tu es investisseur aujourd'hui, la seule chose dans laquelle tu peux investir, c'est dans l'infrastructure AI. C'est pour ça que les Google, les OpenAI, les Anthropic, ils lèvent des centaines de milliards, parce qu'il y a de l'argent. Et autant le mettre là, parce que ça, au moins, c'est un safe bet d'une certaine manière. Hein. C'est pas du tout gagné pour OpenAI, on peut en parler. Mais tu te dis là, au moins, je crée une infrastructure qui a une valeur. Mais de dire, je vais investir dans quelqu'un qui va être un rappeur de cette infrastructure et qui va exploiter un truc qui n'est pas à eux pour le monétiser. Le jour où Claude dit, regarde Cursor par exemple, tu vois, qui s'en sort à peu près, mais ou N8N, tu vois, c'est des gens qui sont à risque gigantesque pour moi parce que ou Zapier, un jour, bah voilà, ils vont dire, bah ça je le fais. Et tu l'as dedans, c'est mort. Le jour où Cowork est sorti, il y a plein de gens qui sont morts, etc. Donc en fait, plus ils sortent de fonctionnalités, plus ils tuent les gens qui y a autour. Donc les rappeurs vont avoir une vraie difficulté, sauf si tu as une vraie spécificité. Donc pour moi, si tu veux, aujourd'hui, si j'étais investisseur, honnêtement, je ne saurais pas quoi faire, à part d'attendre. J'allais te demander si tu avais un framework justement pour, tu vois, quand tu parles d'avoir aussi peu de visibilité long terme, si justement tu avais réussi à établir un framework pour déterminer ou non, le futur d'une startup. Alors moi j'avais une méthode pour investir qui était quand tu es très early, il y avait 3 critères. Les gens. Critère numéro 1, parce que tu investis que sur de l'humain et que le reste, s'ils sont cons, ça marchera pas. S'ils sont intelligents, ils vont s'adapter. C'est simple. 2, c'est est-ce qu'ils ont une vision qui est ambitieuse, parce que tu investis dans un truc ambitieux, sinon c'est pas la peine. Et 3, est-ce qu'il y a un marché pour ça? C'était les 3 premiers critères. Ensuite, t'évoluais vers le seed, où tu commençais un peu plus à regarder ce qu'on appelle le product fit. Autrement dit, est-ce qu'ils ont réussi à créer des gens qui adorent ce qu'ils font? Même pas en masse, mais quelques-uns. Et après, tu avais la série A, où on avait le fameux product market fit qui n'a plus aucun sens aujourd'hui, qui était de dire, bon, ça y est, ils ont passé un cap, et il y a une vraie traction. Et la série B, c'était avec l'argent de la série A, tu crées l'engin de croissance, et la série B, tu le transformes. Bon. Ce modèle-là, la machine à saucisses, là, c'est fini. Ça n'existe plus. Puisqu'en fait, tu as une vision, chaque fois, c'était des tranches de 18 mois.
Donc ça, c'est fini. Et vous vous rendez compte, 18 mois, ce que ça représente aujourd'hui. Ça marche plus. Donc pour moi, le seul critère que je vois aujourd'hui apparaître dans les VC, c'est le critère humain. On investit dans Amir Amurati, on investit dans les ex d'OpenAI qui veulent monter des boîtes parce qu'on se dit, OK, eux, ils ont vécu ce truc-là, c'est des tronches. Yann Lequin. Yann Lequin, on se dit, bon, ces gens, ils sont intelligents, ils savent de quoi ils parlent, on va mettre de l'argent, on verra bien. Mais après, le lambda qui arrive en disant, tiens, je vais faire de l'AI, jamais. Et pourquoi on n'investirait pas dans une boîte de plomberie? Ah, tu peux. Ça marche très bien. Ça marchera très bien. Je suis d'accord. Je pense que tu peux. Je pense aussi que tu peux. Je pense que l'AI aura un truc, il y a un truc à jouer qui est là où ne seront pas les gros. Les gros, ce que tu fais, ils vont le faire. Le SEO amélioré pour les AI, ils vont le faire parce que pour eux, il y a un enjeu qui est 80% du chiffre d'affaires de Google, c'est la pub. Hein. Donc, ils vont pas laisser tomber ça, sinon ils sont morts. Hein. Donc ça, ils vont le faire. Par contre, il y a des enjeux, par exemple, prenons l'exemple industriel. Comment est-ce que je peux exploiter les AI dans des systèmes industriels, dans une usine, pour optimiser l'usine et faire un truc un peu mieux. Ça, il est probable que c'est tellement niche et tellement particulier que ces gens-là n'y aillent pas. Auquel cas là, tu peux créer quelque chose d'intéressant avec une vraie compétence qui est je comprends l'usine et je sais comment elle marche. Tu vois là, tout le monde l'a pas quoi. Par contre, aller dire je vais faire de l'AI pour faire du logiciel. Je veux dire, je parle pour moi aussi, hein, mais moi aussi, pareil. Hein, il y a 30 solutions. Je parle pour moi aussi, c'est très compliqué, quoi. C'est intellectuellement intéressant, mais c'est très compliqué de se dire qu'on va survivre. Moi, je crois plus en l'entreprise éphémère, qui va durer 1 an, 2 ans, et puis après, il y a un truc mieux qui apparaît et t'es mort. Et du coup, c'est quoi, c'est 1 an et 2 ans? 1 an et 2 ans, il faut que tu monétises à mort. Ouais, donc c'est ça. Donc à la fin, c'est ce qu'on disait au début. C'est là, c'est la guerre à celui qui vend le plus vite, exactement, et qui prend le marché pour décourager tous les autres, quoi. Mais il découragera personne parce que le client n'a aucune loyauté. Si demain il y a un truc qui apparaît qui est beaucoup mieux, ben tu vas le prendre. T'aurais tort de pas le faire. Oui, mais du coup, il faut décourager ceux qui se disent qu'ils peuvent faire mieux, quoi. Ouais, enfin c'est difficile. Ouais. Je pense que c'est difficile. On va arriver au bout de ce talk. Peut-être en conclusion, est-ce qu'il y a une idée d'outil que vous avez envie de vibe coder là? Il y a pas un truc, même un petit truc? Alors, moi, je me pose la question du reach client, qui est un vrai sujet. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait 3 façons d'atteindre des clients aujourd'hui qui fonctionnaient, parce que je pense qu'il y a une pollution digitale gigantesque. 1, c'est les influenceurs. Parce que dans un domaine particulier, un mec qui fait 1 million de vues sur YouTube, bah, ça aide énormément. Donc ça, je pense que c'est vraiment valide. 2, c'est de rendre ton produit viral. Parce que la viralité, c'est quelque chose que tu peux insuffler dans ton produit et qui a une vraie valeur. Et 3, c'est de créer des agents qui remplacent les commerciaux. Et c'est ce que je suis en train de développer. C'est-à-dire de dire, on va avoir un individu qui va être commercial et qui va gérer des agents qui ont des rôles particuliers à jouer pour aller faire du reach client et pour après gérer presque jusqu'à l'onboarding totalement de manière automatique. C'est-à-dire un sales qui est capable de gérer ce qu'une équipe de 15 ou 20 personnes je pense que l'avenir du sales, c'est de gérer des agents commerciaux. Intéressant. Donc on essaie de développer pas ça. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a des trucs qui arrivent, mais ouais. c'est tout nouveau. Donc c'est pas. Je sais que par exemple des boîtes comme Vercel ont développé des quinzaines d'agents qui le font pour eux. Donc je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais c'est pas encore. Tu as des trucs comme Artisan.so si vous connaissez, qui commencent à faire des trucs où les gens te parlent, etc. Il y a pas mal de choses qui commencent à exister. Mais tu vois, je pense que le produit qui va aller envoyer un message sur LinkedIn ou sur machin, ça c'est mort, quoi. C'est années 2000. J'en peux plus de ça, moi. Non plus, j'en peux plus. C'est insupportable. Ouais. Et toi? J'ai discuté mon frère dans la rénovation, mais lui est industriel, et il m'a raconté que il voulait plus faire les diagnostics parce que c'était chiant à mourir. Et qu'on demandait à des gars qui avaient fait des écoles de commerce de parler gaine de ventilation, qui passaient pour des couillons devant les propriétaires de sites. Et en fait, je discute avec lui et toujours la même chose. Tu te rends compte que la grammaire, elle est complexe, c'est de l'industriel et du coup, c'est large. Mais en fait, ça s'automatise hyper facilement, quoi. Enfin, facilement. Il faut y passer du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, il y a de la valeur commerciale parce que ces boîtes doivent passer des certifications pour les marchés financiers et dépensent des fortunes juste pour avoir le papier qu'ils peuvent donner à l'organisme certificateur et dire on est A sur notre parc immobilier. Voilà. Et toi, Esther? Est-ce qu'il n'y a pas un petit outil facile à coder qui te faciliterait la vie? Moi, je t'en ai déjà parlé. D'ailleurs, il faudrait qu'on le crée. Mais un deuxième cerveau pour moi, qui est une grosse partie de ce que je fais, qui est de la reconnaissance de schéma.
c'est ça me fait penser à telle autre levée de fonds, telle autre boîte que j'ai vue il y a quelques jours. Mais le cerveau humain est faillible, malheureusement. Donc quelque chose qui pourrait automatiser un peu toute ma veille me rendrait encore plus efficace. Ok, on va le faire. Allez, moi, pour ma part, lundi, j'avais un déj avec un client qui était dans le 5e arrondissement. Nous, on est dans le 17e. On se disait, bon, on va se retrouver au milieu. Et tu te retrouves à Google Maps à faire des trucs au pifomètre. Je me suis dit, mais faisons un outil. Et donc, en 1 heure sur Lovable, j'ai codé un truc qui s'appelle Mi-chemin. Je pourrais vous le partager, d'ailleurs. Je c'est assez canon. Donc, vous mettez votre adresse, l'adresse de la personne A, l'adresse de la personne B, et ça vous donne le mi-chemin en transport en commun, via l'API de IDF Mobilité, ou à pied, ou à vélo, ou voiture, évidemment. Tu rajoutes l'option resto dessus. Et donc, alors, déjà, ça te donne l'itinéraire pour chacun, le temps de trajet, et ça te donne des idées de resto dans la zone de rencontre. On va être milliardaire, en fait. C'est génial. On peut avoir une personne C et D, parce que c'est ça qui est plus dur à gérer, c'est quand il y a plus que 2 Non, c'est vraiment que pour les tête-à-tête. Mais très bonne idée. Bonne idée. Et d'ailleurs, tiens, c'est marrant que tu dises ça, parce qu'en fait, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais tout ça, c'est aussi hyper facilité. La récolte de feedback sur mon outil de facture. Plutôt que d'avoir des WhatsApp des gens de la boîte qui disent oui, mais alors ça, tu devrais faire ci, comme ça, je fais hop. En 3 minutes, j'ai créé un outil où ils peuvent déposer un feedback avec un niveau de priorité, nice to have, critique et tout. Moi, ça arrive dans un backlog. Souvent, les trucs, en 2 prompts, Lovable, c'est réglé. Eux, ils sont contents. Je fais valider. Ils reçoivent un mail en disant votre demande a été traitée. Ils sont hyper contents. Et rien que ça. Mais ça aussi, c'est hyper simple. Pour faire ton Q&A, j'ai fait une page question-réponse générée automatiquement par Lovable. Une page avec toute la méthodo pour faire telle action ou telle action. Alors que c'était quand même une tannée de faire de la documentation avant quand on déployait des produits. Mais même sur la maintenance, moi j'ai 2 agents IA qui me remplacent pour expliquer la plateforme parce qu'elle est complexe et voilà. Et quand ils comprennent au bout de 3-4 questions que la personne est perdue ou qu'il y a un bug, pareil, ils envoient directement la requête, ça va en log. Et ensuite j'ai un agent CTO qui analyse le log toutes les 6 heures, qui détecte le problème et qui règle le problème, ou qui avertit l'agent supervisor, qui lui dit en fait t'as le droit, je te donne l'autorisation de faire ça. Et je touche pas du tout au recettage des bugs. Donc, tu peux rajouter la dalle d'après ou toi la place Jira is dead. Bon, merci à tous les 3, merci à tous les 2 d'être venus aussi du sud de la France. Où est-ce qu'on vous suit, Pierre, toi, sur LinkedIn ou... Ouais, sur LinkedIn, c'est très bien. Sur LinkedIn, donc Pierre Goupil. Et toi? Pareil. Donc toi, on doit t'appeler si on a envie de rénover sa baraque, son appart, mais aussi si on a envie d'être plus visible. Exactement. En JIO. Donc et le kilométrage. Et le kilométrage, les indemnités kilométriques. C'est que le début, il y en aura d'autres. 2 activités qui n'ont quand même absolument rien à voir et c'est ça qui est beau. Merci à tous.